Salut les gars, salut les go. Tops, de retour, on est dans le retour dans la capsule. Les gars, bonne année, santé, richesse, réussite. Premier épisode de la capsule et vous savez déjà qui est le champion titre. Donc, on est de retour cette année dans la capsule. Vous avez vu, on a déjà le nouveau logo. Les gars, on va aussi vous rappeler, partagez, likez, commentez et abonnez-vous pour être à jour sur les news concernant la boxe et le MMA. Quoi. Donc, on dit quoi, les gars? Parker, Léo, Johan sont avec. Bonne année, les gars. J'espère que toute cette âme, le meilleur, le best. J'ai rendu la saison 1 parfaite. La saison 2 sera excellente. Ne vous en faites pas. Cette année, le dernier aura légèrement moins de paroles. Salut les gars, salut les go. Bien entendu, c'est dans l'ordre. Il y en a entendu le premier, le deuxième, le troisième. Malheureusement, on n'entendra pas le dernier parce que d'abord, il faudrait que le quatrième soit là pour parler. Donc, bon, le cinquième, on va lui laisser 10 secondes. Mais bon, Léo est là, il se bat. Et cette année, on va se battre pour la première place. Droit au but. On ne change pas une équipe qui gagne. Salut les gars, salut les go, bonne année à tout le monde. Et puis bon, après le premier, 9 forts et 8 forts, hein, c'est maintenant au boss de frapper. Donc, j'espère que tout le monde a bien passé les fêtes. Let's go pour cette deuxième année tous ensemble. Et puis, the Champions Year. Let's go! Cette semaine dans la capsule, on va se tourner du côté de Tank contre Garcia. Non, c'est pas le bon Garcia, ne vous inquiétez pas. Tank contre Garcia, qu'il y a eu la semaine dernière. Et on va revenir sur la news du moment. Francis Ngannou quitte l'UFC. Et ensuite, on va se tourner du côté du Back in Time avec le combat de Conor contre Alvarez. Et pour finir, on va toucher la carte de cette semaine, plus précisément du week-end, UFC 283. Glover Teixeira contre Jamahal Hill, avec aussi en common event Davidson Figueiredo El Deus de Guerrero contre Brandon Moreno. So, let's go, on commence sans plus tarder, les gars. On se tourne du côté du combat de Tank en boxe. Tank a combattu la semaine dernière Garcia, premier combat de l'année en boxe avec Tank qui gagne par KO. Le gars n'a pas pu revenir au 9e round. C'était trop pour lui, les gars. Qu'avez-vous pensé du combat? On commence avec Parker, let's go. Ouais, en tant que représentant de Mayweather Promotion en Afrique et tout, j'ai bien aimé voir mon ex-poulain combattre. Mais il y avait un truc qui m'avait surpris parce que j'envoyais ça dans le groupe. Les 4 premiers rounds, je trouvais Tank comme discret, un genre. Je ne le voyais pas, en fait, le Tank que j'ai l'habitude de voir. Mais après, je me suis souvenu qu'au début du combat, sur l'écran, il y avait une stipulation et ça m'a surpris que le combat devait arriver au 4e round pour être validé. Et après, quand j'ai regardé, à partir du 4e round, quand on suit maintenant le déroulement du combat, si vous remarquez, il y a 2 tanks. Et je n'ai même plus écrit dans le groupe, en fait, parce que j'avais écrit que je ne reconnais pas tant qu'il est en train de jouer à quoi. Mais dès que le 4e round a commencé, j'ai reconnu, en fait, le mec. Bon, je pense qu'il devait mettre KO après le 4e round, si j'ai bien vu la stipulation qui était écrite pour valider le combat. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Ouais, j'ai aimé le David que j'ai vu à partir du 4e round. C'est le mec qu'on connaît, en fait, qui il enchaîne, il esquive, il enchaîne, il esquive, il prend les coups. En fait, le mec qui ne recule pas, il prend les coups, il danse, il est là et tout. Et Hector était pas mal, mais quand David a commencé à développer sa boxe 4e, bon, surtout à partir du 5e round, on a vu nettement qui était le meilleur, en fait. Et ça annonce quelque chose d'extraordinaire contre Ryan Garcia parce que
j'ai vu quand même, pour une fois, et sans mauvaise foi, parce que c'est bien mon poulain, il y avait beaucoup de petites failles chez Tank. Et je me dis que, mec, Garcia, ouais, le gars d'Instagram, il a des coups qui sonnent. Et si Tank est dans les ouvertures, il est plus concentré le plus souvent pendant des combats sur le public, sur ce qui se passe ailleurs, ben, le mec peut le mettre dans la blague. KO. Donc, c'est un bon combat contre Hector Garcia. Je ne connaissais pas. J'ai hâte de voir le combat en mars, comme ils ont dit, contre Ryan. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta première partie par cœur. Au début, je pensais la même chose que toi. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis après, je me suis dit, tiens, bon, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas regardé les combats de Tank Davis, donc je vais essayer de regarder les 5 derniers combats, ce que ça a donné. Et je me suis rendu compte, en fait, si tu analyses bien, Parker, toi qui aimes beaucoup ce combattant-là, en fait, tous ces 2 ou 3 premiers rounds, il ne va jamais à fond. Hein. Je trouve que ces 2 ou 3 premiers rounds, il est dans l'analyse, en fait. Il est dans l'analyse pour voir où se trouve la faille. Et à un moment donné, quand son combattant est en baisse de régime ou quand son combattant a pris la confiance, il accélère. Parce que sur les 2-3 premiers rounds, il fait des touches rapides, mais il s'expose un peu trop et donc il se fait toucher. Tu vois, j'ai plutôt l'impression qu'il analyse. Et dès le 4e, 5e round, c'est plus des enchaînements, c'est maintenant des coups lourds qui partent. Il te met un jab du droit, il enchaîne un pétard du gauche et il a une puissance du gauche, le gars, terriblement, mais c'est fort. Je pense juste que contre Hector Garcia, ça a mis un peu plus de temps parce que justement, comme tu l'as dit par cœur, c'est un combattant que je ne maîtrisais pas tant que ça, moi non plus. Et ce n'est pas forcément un combattant sur lequel je pense qu'il s'est concentré. Et ne connaissant pas vraiment quel est le style du combattant qu'il avait en face, mais ça a mis peut-être un peu plus de temps pour l'analyser. Et c'est là où l'erreur qu'il risque de commettre contre Garcia s'est révélée. C'est que s'il a eu du mal à déterminer quel était le style de Hector Garcia en face, je pense que Ryan Garcia va devoir jouer sur ça pour prendre la mesure du combat. Parce que à force de frapper fort, à un moment donné, plus tu frappes fort, plus tu te fatigues. Ah oui, à un moment donné, si tu frappes fort tout le temps, tu te fatigues. Donc, plus tu vas faire durer le combat contre Tank, moins ses coups seront violents. En tout cas, la stratégie pour gagner contre Tank, c'est garder la distance. Hein, parce que lui, il a des segments courts et quand les segments-là explosent, non, il est puissant. Je ne vais pas vous mentir, il est puissant. L'interview de la femme m'a fait rire. Le gars, je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien. Ça m'a vraiment fait rire. Et franchement, j'attends le combat là avec impatience parce que ça va être un très, très beau combat. Maintenant, comme tu dis par cœur, je confirme, Tank a des failles. Il va falloir qu'il travaille dessus parce que devant lui, il a quand même Flash. Il a quand même quelqu'un qui va très vite. Hein. Très, très vite. Bon, en fait, moi, pour compléter, moi, je vais plus dans le sens, en fait, aussi de Léo. En fait, on a tous remarqué, je pense que dans les 3 premiers rounds, en fait, il y avait les 2 combattants qui se jaugeaient un peu, qui essayaient d'analyser, en fait, le style de l'adversaire. Donc, c'est pourquoi je pense que c'était équilibré, quoi. Après, bon, pour la fameuse clause dans le contrat, bref. Moi, je n'ai pas vu le truc de ESPN, en fait, comme disait Parker. Moi, ce que je remarque surtout, c'est, comme a dit Léo, c'est qu'il est tellement puissant. Peut-être qu'en combattant comme ça sur la durée, en fait, il ne peut pas tenir. Ça, je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là, en fait, mais il a des accélérations, en fait, qui font tellement mal parce que le 4e round, en fait, il le commence à peu près comme le 3e, quoi. Sauf qu'à un moment donné, en fait, il y a l'accélération, en fait, et la puissance qui va avec. Et une fois qu'il te touche, le gars, en fait, il laisse des traces, quoi. Tu peux garder la distance, en fait, mais il se rapproche bien et il rentre très bien dans la garde, en fait. Après, il enchaîne avec des crochets, des uppercuts, tout ça, en fait. En fait, il te touche partout. Moi, c'est ce que je trouve, en fait, impressionnant chez lui, quoi. Ça va très vite et très fort. C'est pourquoi, on attend tous le combat, en fait, contre Garcia. Mais moi, j'ai vu, ce que je vois encore de lui, c'est ça, en fait, la puissance et l'accélération, en fait, d'un coup brutal, en fait, ça fait très, 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 très mal. Donc, il a des défauts, mais il a une grosse qualité. Et puis, ben, on va voir ce que Garcia, en fait, a répondre par rapport à ça. Moi, lorsque je regarde le combat, je me suis dit, bon, en fait, il savait à quelle heure éteindre la lumière, quoi. Il avait toutes les armes de son côté pour finir le combat
quand il le voulait, en fait. La façon dont il a commencé le combat que Parker mentionne, je me suis dit, bon, il veut prendre la température parce qu'il ne connaît pas le gars qu'il a en face, en fait. Et en plus, si vous remarquez bien, après l'interview d'après le fight, il a bien dit il n'a pas l'habitude d'affronter des gens qui se battent comme Hector Garcia, en fait. Il n'a pas l'habitude de le faire. Et en même temps, il a aussi donné le tips selon lequel il n'a pas aussi l'habitude d'affronter des gars orthodoxes. Ce qui m'amène à Ryan Garcia, parce que Ryan Garcia, lui, se bat orthodoxe. Et si tu n'as pas l'habitude d'affronter les gars orthodoxes, Ryan Garcia va te causer beaucoup de problèmes. Mais après, on sait tous, c'est Tank. Tank, comme je disais la dernière fois, rapide. À la rapidité, tu ajoutes l'agressivité, tu ajoutes la puissance. En fait, c'est un autre animal. Moi, quand je le vois combattre, j'ai l'impression, je ne sais pas si, comment on appelle, Léo va parler parce que c'est le boxeur. J'ai l'impression de voir un Tyson en miniature, en fait. J'ai l'impression de voir un Tyson en miniature. Oui, non, je suis d'accord et je pourrais même te donner une autre pensée que j'ai eue. Je me suis dit, non, le petit là, il doit avoir des fers dans les gants. Je me suis dit, vérifier ses gants. Je me suis dit ça, vérifier ses gants, c'est pas possible. Je vous assure, c'était le combat contre qui? Il y a un mec, c'est pas Rolly Romero, il y a un mec que Tank a mis KO. Je n'ai même pas vu, en fait. Ce n'était pas un pétard, mais j'ai dit, bah, hey, je supporte le mec, mais il dit, on doit vérifier les gants du petit là. C'est faux. Tu pleures le frangin et le frangin dort. Non, tu triches. On est tous impatients de voir, plus précisément, c'est en avril, le 15 avril. Le 15 avril. À 23 heures. On est tous impatients de voir Tank contre On fait une capsule 2 semaines à l'avance. Je t'assure. C'est facilement le combat le plus attendu de l'année, peu importe le sport. Ouais. Peu importe le sport. On avait trop attendu ça, man. On n'a même pas encore commencé la capsule. Donc, on se tourne sur le breaking news de la semaine, les gars. Francis Ngannou ne fait plus partie de l'effectif de l'UFC. Il s'est vu retirer la ceinture des poids lourds. Et pour remplacer, Dana White a annoncé que le nouveau combat pour la ceinture en poids lourd sera John Jones contre Cyril Gane. Donc, les gars, à l'écoute de l'annonce, qu'avez-vous pensé? On va commencer avec Yohan. Il y a de la déception. Il y a la déception parce que quand tu vois le champion en fait sortir sans avoir la possibilité de défendre en fait sa ceinture, ça laisse un goût un peu amer, tu vois. Parce que tu aimerais que le champion en fait il défende sa ceinture dans l'octogone et ce n'est pas en fait une blessure, ce n'est pas en fait c'est juste un problème contractuel et donc c'est ce qui laisse un goût amer un peu dans la bouche, quoi. Mais pour revenir en fait donc maintenant à l'info en fait dans son ensemble, on savait on avait parlé plusieurs fois dans la capsule, c'était une possibilité si jamais Francis en fait continuait en fait tu vois dans son optique, c'est-à-dire genre à réclamer certaines choses, la possibilité pourquoi pas de pouvoir aller combattre en boxe et que l'UFC en fait ne lui permettait pas. Il a aussi parlé en fait genre des problèmes en fait d'assurance en fait maladie en fait des combattants. Bon, à un moment donné, si ça coinçait sur on va dire quoi, sur ces deux points-là, même si l'UFC après mettait le chèque, parce que Dana dit il voulait en faire le heavyweight en fait le mieux payé de l'histoire, mieux que Brock Lesnar en fait. Et Lesnar, il avait eu un gros contrat. Mais bon, apparemment, parce que si on parle du point de vue de Francis, si tu es en fait capable de refuser ce genre de contrat-là, c'est que ailleurs, tu as l'assurance d'avoir en fait à peu près la même chose, voire mieux, avec des conditions qui t'avantagent. C'est-à-dire, pourquoi pas la possibilité de faire un combat en boxe, pourquoi pas d'être en fait, on va dire quoi, mieux assuré. Il y a tout ça, tu vois un peu. Et donc maintenant, bon, la question aussi qui se pose, c'est aussi pour l'UFC, quoi, parce que mine de rien, tu perds quand même Francis, qui était le champion actuel, qui venait de défendre sa ceinture contre Cyril. C'est quand même aussi une grosse perte. Et puis le combat contre Jones, aussi beaucoup de fans voulaient le voir la force de Francis. En plus, c'était un peu, on va dire quoi, il avait évolué les dernières années, en fait, surtout en lutte. Donc, il devenait un combattant, en fait, avec plus d'armes à son arc, quoi. Et donc, on avait vraiment, en fait, envie, on était vraiment impatient de le voir affronter Jones, qui est vu pour certains comme le GOAT, en fait, genre de ce sport. Dana White dit il a voulu donner
le plus gros contrat de l'histoire de poids lourd à Office. Ngannou. On ne va pas croire Dana White aujourd'hui. On sait que c'est un poker menteur et il faut bien se donner une image. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va croire Dana White. Ça, c'est clair. Deux, Ngannou n'est pas le premier. Ngannou, c'est parce que ça fait du bruit, parce que c'est le champion en titre qui s'en va. Ngannou n'est pas le premier à se plaindre. Les frères Diaz se plaignaient de ça depuis. Comment il s'appelle Romero se plaignait de ça. Il y a une liste de mecs qui se plaignaient de « Ouais, on a besoin d'assurance, machin. » Même, c'est qui Logan, le frère Logan, il est venu dire à Dana « Mec, je te mets au défi, tu fais. » Les gars ont besoin d'assurance. C'est qu'il y en a qui sont juste lâches, qui n'arrivent pas à faire bloc. Ils ont besoin d'assurance. Mais qui se tapent sérieusement. Il y a d'autres qui ont des traumatismes. Dana ne veut pas donner, c'est un capitaliste, on sait, mais Dana ne veut pas un peu distribuer, mettre la mise à l'aise aux autres. Les autres ont vu ce que Conor est devenu. Conor est devenu ce qu'il est devenu, surtout après le combat contre Mayweather. Et tu sais, il peut avoir une certaine jalousie. Tu laisses Conor faire certaines choses, ou toi-même, tu viens même en tant que promoteur, soi-disant de Conor, tu le soutiens. Et nous, quand on te dit on veut faire la même chose, tu nous dis non, tu ne bouges pas, tu es sous contrat. Donc, il y a des frustrations et si ça continue, et surtout si, pour moi, Ngannou réussit son pari d'avoir un meilleur contrat, une certaine visibilité dans l'autre fédération, tu vas voir qu'à la fin des contrats de certains gros clients à l'UFC, les gars vont commencer à dire « Ouais, mec, en tout cas, nous, on te dit, on a envie de faire ça. » On a vu le cas avec, comment il s'appelle, Kamaru. Les gars d'Hollywood approchent maintenant beaucoup aussi les gars de l'UFC. Mais regarde le business model de la WWE. OK, tu es avec nous. Si tu dois faire un film, ils s'arrangent à ce que leur logo soit sur le film en question et tout le monde est gagnant. Mais Dana, il traite trop les gens comme des esclavagistes et à la longue, il va se cogner la tête. Surtout si Ngannou réussit son pari. Moi, je rajouterais simplement que Dana a fait un enchaînement d'erreurs. Jiri Prochazka, il est venu mettre des gens inconnus pour la ceinture intérimaire. Voici, pour moi, les deux ne méritaient pas de combattre pour la ceinture. Ensuite, il y a eu la gifle. Bon, là, comme un cheveu dans la soupe, c'est passé crème, on lui pardonne tout. Et là, il y a ce problème avec Ngannou. Je ne vais pas vous mentir. Au début, je me suis dit, Ngannou, il abuse. Hein. Il abuse aussi. Hein. Quand un Camerounais, avec le business, il abuse. Mais en vérité, les gars qui playent à l'UFC, ils gagnent quasiment rien. J'ai encore revu, il n'y a pas longtemps, un documentaire sur les combattants de l'UFC où on calculait toutes leurs charges. En fait, pour que quelqu'un puisse gagner de l'argent à l'UFC, il faut que le mec il vienne sans équipe. Parce que tout l'argent qu'on leur donne, ce n'est pas pour eux. C'est pour payer l'équipe, c'est pour payer les équipements, c'est pour payer la maladie. Au final, je ne sais plus qui disait que sur un combat où il avait été payé 50 000 balles le combat, il lui restait dans la poche que 5 000. À un moment donné, c'est normal que les gars ils pètent un câble. Après, moi, je suis Ngannou, je peux transformer cette phase négative, entre autres, en positive. Parce que Ngannou peut être le premier à être champion UFC et partir dans un autre PFL, dans une autre organisation et devenir champion de cette organisation. Donc, il quitte l'UFC en étant champion en titre, il va dans la PFL, dans 2-3 combats, on va lui donner la ceinture cadeau, il va devenir champion et là, Dana l'aura dans le baba, tout simplement. Et comme Parker l'a si bien dit, Ned Diaz est parti, Romero est parti, même si ce n'est pas en PFL, il est parti en Bellator. Anderson Silva, il fait bon, même s'il est déjà vieux, ce n'est pas un grand nom, il est parti. Et au final, je me suis dit, mais eux, ils partent et Jake Paul, qui combat toujours pour le pognon et qui s'est adjugé être le défenseur de ceux qui ne gagnent pas d'argent, lui-même, il signe en PFL. Donc, je me suis dit, tiens, je pense que le PFL, la nouvelle organisation qui va monter. Tu comprends? Parce que
comme il vient de dire, Jake Paul part avec sa fanbase, Ngannou avec sa fanbase, Diaz avec sa fanbase. À un moment donné, si Dana White ne réagit pas, mais je vous dis que l'UFC, d'ici 2 ou 3 ans, ça va finir comme le Pride. Hein. Et la visibilité, elle se fera parce que là, pourquoi en France, ils font la Talakou de l'UFC? C'est parce qu'on avait besoin que que le MMA soit validé en France. Parce que tu sais que ça fait pas longtemps que le MMA existe en France. Et quoi de mieux que de faire venir la plus grosse organisation du monde pour mettre en avant le MMA? Mais une fois que le MMA aura pignon sur rue en France, ben, ils vont suivre le mouvement, hein, le mouvement PFL, c'est tout. Je vais revenir sur le point de Dana White, par contre, les gars. Si Dana White laisse partir Ngannou, est-ce que vraiment les gens vont suivre Ngannou? La gifle m'a laissé montrer à quel point Dana White est powerful, est très puissant et est quelqu'un de très influençable. Regardez, Dana White n'a presque pas eu de conséquences. L'UFC n'a même pas émis un statement. La façon dont c'est portrait sur les news, c'est genre, on limite, on le fait passer pour quelqu'un qui était sous l'influence de l'alcool, donc il n'était pas maître de son jugement, machin, truc comme ça. Tu vois, genre, on lui donne déjà un alibi. Tout ça seulement, c'est pour souligner, en fait, la puissance de Dana, tu vois. Et si lui, Dana, dit, parce que si vous avez écouté, comment on appelle l'interview, Dana dit dans l'interview, Ngannou pense. La façon dont il a dit, c'était d'une façon hautaine. Genre, Ngannou pense qu'il est arrivé à un niveau où on peut mettre son nom et quelqu'un d'autre et ça va générer des revenus ou bien des trucs comme ça. C'est la façon dont il a fait la chose. Si vous allez écouter vous-même l'interview, c'est genre pour dire que, bon, Ngannou, c'est vrai, tu es le champion des poids lourds en UFC, mais tu n'es pas trop ça, en fait. Tu n'es pas trop Si ça. je peux te couper aussi, te répondre, moi, en fait. Non, je ne dis pas que c'est le cas, je dis c'est ce que Dana Non, a non, dit. je sais, en fait, c'est pour, on va dire, presque compléter. Tu vois un peu, c'est que il y a eu déjà des combattants, je vais prendre en fait, qui étaient, on va dire quoi, à leur prime, qui étaient de très bons combattants, qui ont quitté l'UFC et qui économiquement se portent très bien. Je vous prends l'exemple de Chris Cyborg. On sait tous, en fait, les problèmes qu'elle a eu en fait, avec l'UFC. Son problème de trouver vraiment une catégorie pour elle, que l'UFC a tout fait pour que Amanda, on dit, genre, la batte et tout ça. Elle est partie en fait au Bellator. Et puis finalement, au Bellator, elle a réussi à avoir un contrat. Et là-bas, elle gagne très bien sa vie, tu vois. Par rapport à ça, de toute façon, on va dire qu'en général, quand il y a une rupture de contrat, en fait, bon, pas une rupture de contrat, quand il n'y a pas de renouvellement, quand les négociations sont difficiles comme ça, c'est clair que Dana va Ça essayer un dirait peu quand de même 2 ans. dénigrer. Ouais. Exactement, en fait. Et c'est clair que Dana va essayer, en fait, de dénigrer un peu Ngannou, tu vois. C'est bon, parce que vous quittez, en fait, dans des conditions, en fait, difficiles, donc il va essayer de le dénigrer. Mais actuellement, aujourd'hui, pour toutes les promotions, aujourd'hui, Ngannou, il arrive. Qu'on le veuille ou non, en fait, Ngannou est le champion poids lourd de l'UFC. L'homme le plus fort du monde, tu vois, comme on aime souvent faire pour les champions lourds. Donc, il a aussi une certaine notoriété, en fait. Et puis, c'est aussi une manière comme le PFL, si tu veux monter, en fait, tu le prends dans ton organisation, tu le fais signer. Après, maintenant, c'est comment tu racontes l'histoire, comment tu fais les combats, comment tu fais le marketing. Donc, il y a clairement du potentiel. Dana, il peut nous faire croire ce qu'il veut, en fait. Mais aujourd'hui, en fait, le nom Ngannou, quand il va arriver en fait, dans une organisation, ça arrive en fait avec un certain potentiel. Tu vas en fait avoir envie de regarder que, ah bah tiens, c'est quand même Ngannou, c'était son premier combat là. Je vais quand même peut-être Jiten, je vais peut-être regarder un Nile, un truc comme ça. C'est que le nom, pour le moment, nous dit encore quelque chose. Le truc maintenant, Et c'est puis, et, et comment ils puis vont Erwan, excuse-moi, Erwan, Ouais. je veux aussi te compléter à toi. Et puis Erwan, c'est pas comme si c'était Ngannou le seul à partir de là-bas. Hein. En fait, ils partent tous quasiment en même temps là en ce moment. Diaz, Ngannou, tu vois ce que je veux dire? Moi, je te dis, et je reste sur ça, si Ngannou flop, je te dis, ça va passer crème pour Dana. Mais si Ngannou réussit son pari, mec, les autres vont voir ça, ils vont dire que, mais en fait, Dana, tu te fous de nous. En tout cas, on va voir ce qui se passe. On va juste rappeler que Ngannou n'a encore aucun nouveau contrat. Ouais. Il est agent libre. Il n'est pas avec PFL, il n'est pas avec Bellator, il n'est pas en boxe, il n'a encore émis aucun statement. Donc, on attend la décision de son futur. Donc, c'était ça dans le debrief
Encore, on va rappeler, les gars, abonnez-vous, aimez, partagez et commentez aussi. On veut savoir ce que vous pensez de la situation de Francis Ngannou, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et si vous voulez aussi être câblé sur les news concernant les sports de combat, abonnez-vous sur la page La Capsule. On est aussi sur Twitter, by the way. Ce qui nous amène vers le deuxième segment, Back in Time. Et dans Back in Time, on va se focaliser sur le combat qui a rendu Conor McGregor ce qu'il est aujourd'hui, le combat qui lui a donné le statut d'être champion dans 2 catégories différentes, le combat contre Alvarez. Donc chacun va émettre ce que le combat lui a fait ressentir. Qu'est-ce qu'il a retenu du combat, les déceptions et patati et patata. Donc, on commence par qui? Dans l'UFC, en fait, il faut comprendre, c'est qu'il y a un moment, en fait, c'est avant quand même Conor et après Conor. Parce que avant, en fait, 2000, je crois, ils font quand c'est en 2015, 2016, quand il devient champ. Avant ça, en fait, jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas eu de double champion. Ils avaient essayé ça une seule fois. C'était avec, c'était qui? C'était avec Georges Saint-Pierre qui avait défendu, je crois, sa ceinture contre, je ne sais plus c'était qui en fait à l'époque, mais en tout cas, c'était Georges Saint-Pierre, je crois, qui a défendu sa BJ ceinture. Penn. BJ Penn. Voilà, c'est la première fois qu'on essaie de le faire et c'était raté en fait. Et quand tu vois en fait jusqu'à présent, en fait, on a seulement quatre personnes qui ont réussi à avoir le titre de double champ. Il y a eu donc Conor, il y a Amanda Nunes, il y a Cormier et puis il y a Cerudo. Tu vois, donc c'est pas non plus quelque chose qui est facile à faire. Donc quand on revient en fait, et c'est le combat aussi qui propulse encore plus Conor en fait, on va dire quoi, dans la légende, c'est Conor en fait, après ce combat-là, en fait, c'est le premier à devenir genre le champ en fait à l'UFC et c'est on va dire un grand événement. Et à l'époque en plus, quand tu vois l'ascension de Conor, je crois qu'il vient de prendre 1 an avant la ceinture contre Aldo en featherweight en fait, et Aldo à l'époque en fait il était considéré peut-être qu'on va dire quoi, comme le GOAT de la catégorie en fait, tu vois. Donc il y a une ascension en fait, la courbe avec Conor qui fait vraiment on va dire qu'elle est exponentielle. Et moi donc si j'ai retenu ce combat, c'est parce que c'est un combat qui rentre dans l'histoire et il faut voir aussi comment Conor en fait devient champion. C'est avec la manière en fait, en dominant tout le combat en fait, le combat seulement duré en fait 2 rounds et en finissant avec un superbe KO, en fait, je crois, au milieu du deuxième round. Et on est à l'époque, en fait, où Conor, athlétiquement parlant, en fait, il est au top de son top. Il défend très bien les takedowns, en fait. On va dire quoi, il maîtrise le combat, celui qui donne le rythme, en fait, il touche très bien son adversaire, en fait. Super, super, super striker, en fait. Et c'est un combat dont il faut parler parce que c'est celui qui a fait en sorte que Conor en fait rentre dans la légende. En fait, ça donne aussi plus de parce que Conor était très populaire, donc sa popularité en fait ça permet aussi à l'UFC en fait on va dire quoi de grandir encore plus. C'est aussi ce combat-là qui fait en sorte que Conor affronte aussi Mayweather plus tard. Donc pas de jaloux les gars. Il faut retenir en fait ce grand combat en fait qui a marqué l'UFC. Non, mais moi, je vais aller dans ta même lancée parce que de ce combat-là, plus précisément, je retiens la promotion du combat, le post-interview. I'd like to take this chance to apologize to absolutely no fucking body. The double chance does what the fuck he wants. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Ça a carrément mis l'UFC, genre, ça a propulsé l'UFC like, au sommet, quoi. Les gens ont tourné les yeux. Déjà, il avait déjà une fanbase et il savait comment entretenir sa fanbase. Je pense, en dehors de lui, la personne qui faisait ça le mieux, c'était, comment on appelle, Floyd, en fait. En dehors de lui, la personne qui entretenait sa fanbase le mieux, c'était Floyd. Et tu as quelqu'un qui talk, un blanc qui talk comme si c'était Mohamed Ali, genre il va talk trash, il va rentrer dans la tête de son adversaire et il arrive au combat, il back up that talk, comme on dit ici, talk the talk, walk the walk. So, il parle, il dit ce qu'il va faire, il arrive au combat et il fait absolument ce qu'il a dit en fait. Sa droite, comme Cédric Doumbé.
À cette époque, la droite de Conor était carrément... Like, ça éteint toutes les lumières, quoi. Là, et son striking était trop pur pendant ce combat. Like, Eddie Alvarez n'avait aucune chance de gagner, en fait, si tu veux. Et en plus, Je peux vous poser une question l'exploit, ouais. à vous deux. Je peux vous poser une question. Je pense que Parker a peut-être sensiblement aura peut-être la même question que moi. C'est qui Eddie Alvarez? C'était le champion du monde de la catégorie. Non, mais t'as compris ma question, quoi. Mais justement, c'était oui, c'est le champion. C'était le champion. Oui, c'était le champion, mais ce que Cyril Gane n'a toujours pas réussi à faire aujourd'hui, par exemple. Les gars, non, mais attends, Léo, toi qui aimes nous parler il n'y a pas des catégories où tu ne comprends pas comment des gens sont champions dans cette catégorie-là. Il n'y a pas des catégories comme ça. OK. À ce moment-là, dans la catégorie de Eddie Alvarez, il y avait qui en fait? C'est comme en ce moment dans la catégorie des light heavyweight. Attends. Il a juste été opportuniste. Il s'est rendu compte, laisse-moi parler. Il s'est juste rendu compte que, bon, on ne va pas se mentir, c'est un bon businessman, fait de la promo, le gars, ok, très bon combattant, il n'y a pas de souci. Mais aussi très malin. Là, il y a une catégorie où il n'y a que les moutons. Et là, il y a un mouton qui a des cornes, c'est lui qui est au-dessus. Bon, moi, je suis un loup, je viens les bouffer tous. Non, là où tu te trompes, non, Léo, là où tu te trompes, c'est que... Non, attends, Parker, attends. Là où tu te trompes, en fait, c'est que, en fait, au départ, Alvarez ne devait pas défendre sa ceinture contre Conor. Il aurait dû, en fait, affronter Khabib, en fait. C'était ce qui était prévu, en fait, pour la défense du titre, en fait. Mais ça aurait été Khabib, ça aurait été la même chose. J'aurais dit la même chose. C'est pas parce que c'est Khabib. Avec les six tu mets Khabib dans ton argumentaire que ça va changer. Non, parce que tu nous dis dans la catégorie à l'époque avec Khabib, en fait. Donc, le truc, c'est qu'il y a eu un problème, en fait, genre contractuel. Au final, le contrat ne s'est plus fait. Et donc, celui qui affronte Alvarez, en fait, c'est Conor. Et tu nous dis, en fait, c'était qui, c'est facile, mais où sont les autres, en fait, qui ont réussi à devenir, en fait, double champ? Dis-nous, en fait, les noms. Jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui. En fait, tu ne me comprends pas. Par contre, je vais te laisser la parole. Tu ne comprends pas, Yohan. Mais tu veux me dire. C'est très bien. Regarde, je vais te répondre. C'est très bien qu'il soit devenu. Je pense que l'information de ton back in time, entre guillemets, qu'il faut retenir, c'est qu'il est devenu double champion. Mais oui, parce que c'est pas quelque chose de facile à faire. Pour moi, personnellement, c'est un non-événement parce que n'importe qui aurait eu l'opportunité, comme Conor l'a eu, aurait fait le même choix. Moi, je pense, pour moi, dans ton back in time, je vais peut-être relever le premier combat. Parce que le combat qui change tout pour moi, ce n'est pas contre Alvarez. C'est la démonstration, c'est la destruction d'Aldo. Oui, voilà. C'est ça là qui change tout. Moi, j'aurais plus mis le focus sur ce combat-là. Après, c'était comme on l'a dit. Moi, je suis convaincu, c'est le combat qui a fait de Conor ce qu'il est et qui a mis l'UFC au sommet de la carte. Alors, voilà, merci. Excuse-moi parce que il y avait un truc que j'avais oublié. Excuse-moi, on va vite passer le back in time. Mais il y a un argument que j'entends depuis des années à la télé, que j'entends de la part de tout le monde. Conor a laissé l'UFC dans un nouveau monde, etc. Et les gars, il y avait Georges Saint-Pierre avant, BJ Penn, Anderson Silva, Richie Franklin. D'accord. Mais les gars, il ne peut pas dire que c'est Conor qui a mis le... Oui, mais avec Conor, ça a pris notre boulot. Amine, personne ne se câble pour acheter un fight de, comment on appelle, Saint-Pierre. À ce moment-là, personne ne se câblait pour acheter un fight de Saint-Pierre. Je suis sûr de toi. Mais Léo, c'est tout simplement prouvé. Conor est celui, en fait, en termes de pay-per-view, en fait, qui fait le... Conor dans la légende, c'est surprise, surprise, motherfucker, the king is back. Voici le vrai combat. Non, c'est... Combat de taille là, c'était... Double champ does what the fuck he want. C'est tout. C'est tout. Point final. Point final. Je pense... par rapport à vos arguments, que ce n'est pas ce combat-là, le fait qu'il soit double champ, ok, mais ce n'est pas ce combat-là qui me reste en esprit dans un back in time concernant McGregor, c'est plutôt le combat contre Aldo. Mais maintenant, chacun son avis. On n'est pas obligé d'être d'accord, les gars. C'est le but aussi d'un débat. On ne dit pas que c'est son meilleur combat ou c'est son combat qui a eu.
en termes de marketing, en fait, tu vois, ce combat-là propulse en fait et l'UFC et Conor dans une autre dimension. En fait, on s'en fout de l'adversaire. Le back in time, c'était pour dire Conor a été double champion, c'est tout. Mais parce qu'il a marqué l'histoire. Donc, let's Il go. a marqué l'histoire. Conor a marqué l'histoire. Merci, tu as compris. C'était ça dans le back in time. Ah, donc, on va encore vous rappeler une fois, les gars, likez, commentez et partagez. Ce qui nous amène au main event de cette semaine, UFC 283. Glover Teixeira contre Jamahal Hill. Et en co-main event, Davison Figueiredo contre Brandon Moreno. Comme d'habitude, vous connaissez déjà la formule. On va se focaliser sur le co-main event et le main event, qui sont 2 combats pour 2 ceintures dans 2 catégories différentes. Et pour les pronostics, on va pronostiquer le combat de Gilbert Burns contre Neil Magny et le co-main event et le main event. Donc, on commence avec le co-main event. Davison Figueiredo contre Brandon Moreno. On va rappeler que c'est la 4e fois que les deux s'affrontent dans la catégorie flyweight et ce sera aussi la 4e fois que les deux s'affrontent pour la ceinture dans la catégorie flyweight. Donc, les gars, on commence. Comment vous voyez la chose se passer? Non, je vais lancer les débats. Comme d'habitude, je ne sais pas ce qui s'est passé au dernier combat entre les deux, mais le Babyface Killer is back. Ouais, il va faire du mal au fameux dieu de la guerre. Les arbitres ont un peu triché, mais les gars, je vous assure, ce sera sûrement le combat de la soirée parce que je ne pense pas qu'il y aura un 5e fight et j'espère que les deux vont tout donner, qu'on aura un combat titanesque. En tout cas, j'ai confiance à côté, comment il s'appelle, Figueiredo, parce que Moreno, il a souvent tendance à ralentir, à casser le rythme de toute façon. Mais Babyface Killer, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Il va reprendre son titre tranquillement. Bon, moi, par contre, je ne vois pas trop de changements dans la façon de combattre, ou bien dans la façon dont le combat va se dérouler, en fait. Par contre, ce qui me fait peur, c'est la durée d'absence de Figueiredo. En temps, Moreno a combattu, donc Moreno va être le plus frais des deux. Par contre, du côté Moreno, son camp d'entraînement, par contre, va être un peu entaché. Je ne sais pas comment ça va affecter son camp d'entraînement parce qu'il s'entraînait avec Cross, le gars qui a été attrapé pour Paris truqué et tout. Donc, ça, il s'entraînait avec lui. Et on a dit, l'UFC a émis un statement disant les combattants qui continuent de s'entraîner avec Cross vont avoir des problèmes et vont être virés de l'UFC en gros. Donc, je ne sais pas comment ça a affecté son camp d'entraînement et je suis curieux de voir. Mais bon, pour moi, je ne pense pas qu'il y aura trop de changements parce que, encore une fois, le facteur X, c'est la puissance de Figueiredo, quoi. Maintenant, est-ce que Moreno va amener le combat au sol? S'il amène le combat au sol, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Il a l'avantage. Mais s'il fait encore la même erreur de garder ça en stand-up, le facteur X pour moi va toujours dominer, surtout dans cette catégorie poids mouche en fait. Le gars avec plus de puissance va toujours faire asseoir l'autre. Bon, écoute, ce qui est bien avec Moreno, c'est que les combats sont toujours assez attrayants parce qu'il est assez fougueux. Effectivement, il a combattu entre-temps et j'ai revisionné ce combat-là. Je ne vois pas de changement dans sa façon de combattre. Toujours les mêmes erreurs, la garde toujours trop ouverte. Et justement, s'il reste debout, ça risque de sonner vite. Figueiredo, je pense que lors de son dernier combat, a très vite repéré quelle était la faille. Donc, si Moreno veut amener le combat au 5e round, il va falloir qu'il travaille sur ça. Soit il travaille sur une meilleure défense, soit il travaille sur une meilleure façon d'encaisser des coups. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il aime ça, prendre des coups. J'ai l'impression que quand il termine
le visage ensanglanté. Il a un Chang qui s'est mis en action. Il rigole même encore. Je sens qu'il est content. Maintenant, attention. Pas de combat ne veut pas dire qu'on reste inactif. Peut-être que Figueiredo avait besoin de souffler. Peut-être qu'il est resté là à regarder Moreno. Moi, je me dis peut-être une chose. Ça ne va pas jouer entre Figueiredo et Moreno, ça va jouer dans la tête de Dana White. Est-ce que j'ai envie d'avoir un combat 5 ou non? Parce que là, ça commence à être long. Hein. On ne va pas vous mentir. Moi, personnellement, un 4e combat, c'est long pour moi. Donc, si c'est long pour moi, je me dis, Dana White, est-ce que ça ne va pas être long pour lui? Est-ce qu'il va vouloir un 5e combat? Et malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de 5e combat. Malheureusement, je pense que ce combat sera fait. Ils vont tout faire pour que Figueiredo garde sa ceinture et puis on passe à un autre combattant. Aussi simple que ça. Maintenant, on attend. On attend de voir. Je pense que ça va être un beau combat. Pas par rapport à Figueiredo, mais surtout par rapport à Moreno. Parce que ce gars-là se bat, quoi. Lui, c'est un bagarreur. Le dernier combat, en fait, c'est Kai Kara France, je crois, en fait. Où, en fait, il a montré le problème, c'est que quand il n'arrive pas, en fait, à amener un combattant au sol, bah, en fait, ça devient parfois compliqué pour lui, en fait. Il peut, en fait, il se fait toucher, il prend beaucoup de dégâts. Parce que Moreno, en fait, c'est un très bon lutteur. Et en fait, il a aussi une ceinture noire de Brazilian Jiu-Jitsu. En fait, il est très bon, en fait, au sol, en lutte, tout ça. Donc, quand il t'amène, en fait, au sol, là, tu es dans son monde. C'est compliqué, en fait, de tenir. Mais une fois que tu arrives, en fait, à rester debout, comme contre Kai Kara France, parce que quand on avait fait la caption, tu disais, bon, s'il l'amène au sol, c'est fini. Mais il n'a pas réussi à faire les takedowns. Il n'a pas réussi, en fait, à le mettre au sol. Et le combat était compliqué pour lui, tu vois. Jusqu'à un moment donné, on se disait que, bon, il va perdre ce combat. Et finalement, bon, coup de pied magique, hein, et puis le combat est terminé. Là, contre Figueiredo, en fait, Figueiredo aussi, c'est quelqu'un qui est très solide, qui est aussi très puissant. Et puis, bon, c'est pas aussi quelqu'un qui se laisse facilement amener au sol, tu vois. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un remix en fait, je sais pas moi, peut-être du combat numéro 1, je pense, très serré, qui va aller en fait loin. Mais comme Léo a dit, je pense qu'on est. En fait, c'est deux. En fait, à chaque fois, ils nous font des bons combats, oui, mais on commence à être fatigué un peu. En 3 ans, c'est la 4e fois. On a envie de voir en fait d'autres têtes, en fait. Donc, après ce combat-là, qu'on passe à autre chose. Qu'on nous laisse au moins pendant 1 an, 2 ans, en fait, faire le tour, voir d'autres combattants se battre pour la ceinture. Mais là, ça commence à faire un peu trop sur, on va dire quoi, une période en fait un peu trop courte, quoi. On arrive au main event. Glover Teixeira contre Jamahal Hill. Combat pour la ceinture vacante en light heavyweight. La ceinture qui a été laissée vacante par Jiri Prochazka. Donc, on a Jamahal Hill, Glover Teixeira. Glover Teixeira plus âgé. Jamahal Hill combattant sur la pente ascendante, je vais dire. Il est sur une série de victoires aussi. Il a aligné les KO. Il a mis KO Santos et il a mis KO aussi Johnny Walker. Donc, comment vous voyez la chose se passer? On va commencer avec Léo. Let's go. Mea culpa déjà dans un premier temps par rapport à Teixeira parce que je l'envoyais déjà à la retraite contre Prochazka. Il a fait montre d'une adversité que je n'aurais jamais cru voir pour une personne de son âge. Et ça reste quand même quelqu'un qui encaisse bien les coups. Hein. Franchement, c'est un bon encaisseur, c'est quelqu'un qui est solide, qui est endurant et qui a aussi un petit mindset là où il est capable d'aller debout et après de te prendre au sol. C'est un vieux combattant. Jamali, effectivement, il monte en force, mais j'ai plutôt l'impression que les combattants que tu viens de citer n'étaient plus dans leur prime, hein, n'étaient plus à leur niveau quand il les a affrontés. Par exemple, un Thiago Santos, je pense, après son dernier combat à haut niveau, où il a été humilié, humilié, on se comprend, il est plutôt sur une pente descendante. Johnny Walker aussi. Ce pas des combattants qui sont super impressionnants. Bon, maintenant, il est beau à voir, c'est un mec qui est provocateur, il aime faire le show, donc c'est ce qu'on veut en UFC. Peut-être qu'il va débrider un peu ce combat-là, mais j'ai plutôt l'impression que Teixeira va tout faire pour l'endormir. Voilà, ça c'est mon analyse du match.
Je donnerai mon pronostic après. C'est pas le combat qui me fait le plus bander, entre guillemets, excusez-moi d'employer ce terme. Le match contre Figueiredo Moreno sera beaucoup plus intéressant. Mais si Jamal il veut faire quelque chose, il va falloir qu'il évite la lutte et qu'il puisse faire une série gagne, en fait. C'est-à-dire, je touche, je recule. Parce qu'une fois que l'autre là va l'attraper, ça va être compliqué pour lui. Pour résumer, en fait, le combat de manière vulgaire, on va dire quoi? Tu as en fait un striker contre un très bon striker contre un très bon lutteur, tu vois. Donc, si le combat reste debout, si Jamal, en fait, il arrive à profiter de son allonge, parce qu'il est très grand, il a une très bonne allonge. Je crois qu'il a une allonge peut-être à 2 mètres, un truc comme ça. En tout cas, très grand. Il arrive à profiter de ça, en fait, à toucher Texera, en fait, à chaque fois, ne pas se laisser amener au sol. C'est celui qui va gagner le combat. Maintenant, après, s'il va trop souvent au sol, s'il se fait takedown, ça, c'est que moi, je pense que Glover, en fait, au sol, il est largement dessus. Et là, ça peut être compliqué, quoi. Donc, la clé du match pour lui, c'est de rester debout, profiter de sa puissance parce qu'il est quand même très puissant. En fait, il a un très bon crochet du droit. Donc, profiter aussi, genre, de striking, essayer de ne pas trop se faire amener au sol, de vite se relever, de ne pas rester, en fait, longtemps sous, etc. Parce que sinon, ça va finir tout simplement par une soumission. Après le combat contre Jiri, j'attendais le combat de contre Jiri. Il n'y a pas eu ça. Il va affronter Hills. OK. Non, mais ne rigole pas, Erwan. En vérité, moi, je comprends sa réaction parce que c'est. Honnêtement, il n'y a rien à ajouter, quoi. Je dois répéter vos mots. Il n'y a rien à ajouter. OK. Je vais aller. En fait, pour moi, Hill est comme Yeri. Tout est dans la puissance, en fait. Par contre, pendant ce combat, je veux voir entre Hill et Yeri qui cogne plus dur, en fait. Parce que si Teixeira tombe face à Hill avec un coup, une droite, je vais me dire, bon, Yeri aura du mal, avec beaucoup de mal à reprendre sa ceinture. Parce que Hill aussi, la puissance qu'il a dans les coups, c'est autre chose, en fait. Donc, ce qui nous amène à la partie pronostic. Let's go. Donc, comme je disais, on va pronostiquer les 3 derniers combats de la soirée. Gilbert Burns contre Neil Magny, Brandon Moreno contre Davison Figueiredo et Glover Teixeira contre Jamal Hill. Burns soumission 2e, Moreno soumission 4e. Et je vais partir Hill KO 3e. Burns KO 3e round. Teixeira soumission 2e round. Burns soumission 2e round. Moreno soumission 5e round. Et Glover soumission 3e. Gilbert Burns à la décision. Davison Figueiredo KO au 3e. Glover Teixeira soumission au 3e. Donc, c'était ça dans la classique, les gars. Merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, partager, commenter aussi. On veut savoir vos pronostics. Et commenter aussi le combat que vous aimez, que vous attendez de voir pendant ce UFC 283. Et on se dit au mois prochain, les gars.